bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Quand vous entendez le mot Vikings, vous imaginez des pillards sans pitié. Et si je vous disais que derrière leurs haches se cache une histoire bien plus complexe, faite de grandes explorations, de diplomatie et de royaumes puissants. Les terres froides et accidentées du nord de l'Europe ont vu naître les peuples que l'histoire désigne sous le nom de Vikings. Depuis les fjords norvégiens jusqu'aux plaines de la Suède et du Danemark, ces communautés vivaient dans un environnement rude, soumis aux hivers longs et aux étés relativement courts. La nature imposante et parfois hostile portait en elle les conditions qui allaient façonner le caractère des habitants de cette région. Les ressources limitées et la difficulté à cultiver la terre les incitaient à se tourner vers la mer, véritable source de subsistance et de nouvelles opportunités. Ainsi se forma le socle d'une civilisation maritime, dont les premiers gestes allaient mêler exploration, commerce et conflit. Le mode de vie de ces populations reposait sur des structures sociales solides mais flexibles. Les clans et les familles élargies constituaient la cellule essentielle de la société, avec à leur tête des chefs choisis pour leur habileté au combat, leur sagesse ou leur capacité à négocier. Ces groupes, souvent liés par des serments de loyauté, partageaient les ressources et les responsabilités. La justice locale reposait sur des assemblées regroupant les hommes libres, connues sous le nom de Thing, où étaient décidées les affaires communes. Ce système participatif reflétait une organisation politique initiale, avant que les velléités d'expansion ne modifient ces équilibres traditionnels. L'économie des premiers Vikings ne se limitait pas à la simple subsistance. Les échanges avec les peuples voisins et au-delà témoignent d'un réseau commercial considérable. Ils importaient des métaux précieux, des textiles et des denrées rares, en échange de fourrures, d'armes et d'objets artisanaux. Le savoir-faire dans la construction navale, notamment l'élaboration des bateaux longs, permettait des navigations audacieuses sur des distances impressionnantes. Cette maîtrise technique, combinée à la connaissance fine des vents et des courants, donnait aux Vikings un avantage stratégique non négligeable dans leurs entreprises maritimes. Ce double visage, celui de fermiers et de navigateurs aguerris, allait nourrir les premiers actes de piraterie et de raids sur les côtes européennes. Ces incursions, longtemps perçues comme de simples pillages sauvages, doivent être replacées dans un contexte plus large. Elles répondaient à la nécessité de s'emparer de richesses rapidement mobilisables, mais aussi à la volonté d'étendre leur influence et d'établir des bases durables. Les premières attaques documentées, survenues aux alentours de la fin du 8e siècle, révélaient une organisation militaire sophistiquée et une capacité d'adaptation remarquable face aux défenses adverses. Le passage progressif d'une société de raids à celle de fondation de colonies marque une évolution majeure. Les Vikings ne se limitaient plus à de brèves apparitions suivies de retraits rapides. Ils ont commencé à s'implanter, à forger des liens avec les populations indigènes et à concevoir des structures politiques plus stables. En Irlande, en Écosse, en Angleterre et jusqu'en Normandie, des communautés vikings se sont établies, permettant l'émergence de nouveaux royaumes. Cette transformation fut accompagnée d'un échange culturel profond, intégrant coutumes, langues et croyances variées, modifiant durablement le paysage social européen. Par ailleurs, la mythologie viking, issue d'une riche tradition orale, témoigne des valeurs fondamentales qui animaient ces peuples. Les récits sur les dieux, les héros et les forces naturelles renforçaient le sentiment d'appartenance à une communauté façonnée par le courage, la résilience et la sagesse. Ces croyances influençaient les comportements collectifs, notamment dans la manière de concevoir la guerre, l'honneur et la mort. Elles constituaient un socle identitaire capable de soutenir l'expansion de ces populations dans des territoires inconnus. L'efficacité des stratégies militaires vikings reposait sur une organisation souple et une excellente coordination. Les chefs partageaient le pouvoir avec les guerriers choisis,
créant des liens personnels fondés sur la loyauté et l'honneur plutôt que sur une hiérarchie rigide. Leur armement combinait rapidité et brutalité, permettant des attaques éclairs qui surprenaient les défenses adverses. Les fortifications scandinaves, parfois modestes, étaient compensées par leur habileté à utiliser le terrain et la mer pour se protéger et contre-attaquer. Ces facultés leur permirent, au fil des décennies, de maintenir une présence durable dans des régions initialement hostiles. La question de l'intégration des Vikings dans les sociétés conquises pose une complexité essentielle. Les mariages mixtes, l'adoption de coutumes locales et la conversion progressive au christianisme marquent des étapes significatives. Cette assimilation favorisa la stabilité politique et l'acceptation par les populations autochtones. Elle permit aussi une nouvelle configuration des identités régionales, où l'héritage scandinave coexistait avec les traditions celtiques, anglo-saxonnes ou franques. Ainsi s'établissait une synthèse culturelle dont on retrouve les traces dans des institutions, des langues et des paysages humains encore visibles aujourd'hui. Le rôle des navigateurs vikings n'est pas seulement limité à l'Europe occidentale. Ils ont pénétré vers l'est par les fleuves russes jusqu'à la mer Noire, établissant des routes commerciales et des alliances avec les empires byzantins et arabes. Ces échanges ont enrichi leurs connaissances géographiques et permis d'introduire de nouveaux produits et techniques. L'ampleur de ces itinéraires montre un horizon bien plus vaste que celui des simples incursions pirates. Cette expansion démontre une volonté affirmée d'étendre les échanges et de s'inscrire dans un système international complexe, bien avant l'époque moderne. Corollaire de cette mobilité, la capacité à s'adapter aux conditions diverses jouait un rôle crucial dans la pérennité des implantations. Les Vikings modifiaient leurs méthodes agricoles, leurs pratiques commerciales et sociales pour répondre aux exigences des nouveaux territoires. Ils surmontaient souvent les conflits initiaux par la diplomatie et la négociation, en installant des protectorats ou des systèmes tributaires. Ces arrangements faillirent quelquefois être fragiles, mais ils participèrent à la création progressive d'une organisation politique nouvelle, efficace et durable, à partir d'une culture initialement fragmentée. Enfin, le regard porté aujourd'hui sur les Vikings doit dépasser les stéréotypes hérités des siècles précédents. Le rôle multifacette de ces peuples, à la fois guerriers, commerçants, colons et créateurs, invite à une compréhension plus nuancée. Leur histoire illustre la capacité des sociétés à transformer les défis environnementaux et sociaux en opportunités d'innovation. Le parcours des Vikings, des premiers raids jusqu'aux bastions établis, témoigne d'une dynamique complexe d'adaptation et d'évolution, marquant profondément l'histoire européenne. Ce récit des origines pose ainsi les fondements nécessaires avant d'aborder la manière dont ces premiers pas vers l'expansion maritime, les échanges culturels et les transformations sociales ont conduit à l'émergence de royaumes vikings organisés et influents, thème qui sera exploré dans la suite. Le contexte culturel et mythologique. Les croyances et les mythes occupaient une place centrale dans la vie des Vikings et façonnaient profondément leur perception du monde. Leur vision reposait sur un système cosmologique complexe, où les énergies divines et naturelles se mêlaient pour créer un ordre universel. Au cœur de cet univers se trouvait Yggdrasil, l'arbre cosmique connecté à 9 mondes distincts, chacun habité par des êtres variés, semblant à la fois familiers et mystérieux. Ce cadre mythologique offrait une compréhension cohérente des phénomènes naturels et des événements humains, donnant un sens aux actions individuelles et collectives. Les dieux vikings, tels qu'Odin, Thor et Freyja, incarnant des forces variées, la sagesse, la guerre, la fertilité, qui présidaient à la vie quotidienne et à la destinée des hommes. Odin, en particulier, était une figure complexe, symbole de quête de connaissance et de sacrifice. Ce dieu mystique représentait l'aspiration à surmonter les limites humaines, une notion qui résonnait profondément dans l'esprit des guerriers et des explorateurs. La légende veut qu'il ait offert un œil en échange de la vision supérieure, illustrant cette idée de renoncement nécessaire pour accéder à des savoirs plus élevés. Les croyances en la fatalité et en l'honneur
guidait aussi le comportement des Vikings. L'idée que chaque homme avait un destin fixé par le Wyrd, la force invisible qui régulait le temps et les événements, conférait à chaque geste une lourde signification. Refuser de se soumettre à ce destin ou renier son rôle dans le cosmos revenait à rompre l'harmonie de l'univers. C'est en ce sens que le courage lors des combats et la fidélité à la parole donnée devinrent des vertus fondamentales, conjuguant l'individu à la collectivité dans un équilibre subtil. Les croyances entourant la mort et l'au-delà étaient tout aussi déterminantes. Les Vikings imaginaient plusieurs lieux d'après-vie, dont le plus célèbre était le Valhalla, la grande salle des héros, où ceux qui succombaient dignement au combat rejoignaient Odin. Cette perspective motivait les guerriers à affronter la mort avec détermination, dans l'attente d'un séjour glorieux aux côtés des dieux. Ce rapport étroit entre combat, mort et immortalité servait de moteur pour les entreprises périlleuses au-delà des mers nordiques. Par ailleurs, les sagas et les poèmes épiques transmis oralement formaient une richesse culturelle essentielle. Ces récits, mêlant histoire réelle et légende, permettaient de transmettre des valeurs et des connaissances éprouvées. Ils évoquaient les exploits de chefs et de héros, relatant non seulement des faits guerriers, mais aussi des traits de caractère admirables. Cette transmission narrative consolidait l'identité collective, tout en forgeant une vision du monde où le passé éclairait les choix présents et futurs. Les rites et les cérémonies accompagnaient l'expression des croyances. Les sacrifices, qu'ils soient d'animaux ou parfois plus rares, humains, répondaient à la nécessité d'entretenir des relations harmonieuses avec les puissances surnaturelles. Ces pratiques visaient à assurer la protection des clans, la fertilité des terres et le succès des expéditions. Elles relevaient d'un équilibre subtil entre le matériel et le spirituel, reflet d'une société où chaque événement extérieur était lié à un ensemble plus vaste de forces invisibles. En même temps, la mer occupait une place symbolique majeure. Pour les Vikings, l'océan n'était pas uniquement un obstacle ou un terrain d'aventure, mais également une voie sacrée qui connectait les mondes. Naviguer représentait un acte chargé de sens, une traversée entre le connu et l'inconnu, le matérialisme et la transcendance. Leur maîtrise exceptionnelle des bateaux témoignait de cette alliance entre savoir technique et vision cosmologique. L'exploration au-delà des frontières nordiques s'inscrivait ainsi dans une quête à la fois matérielle et existentielle. La dynamique de conquête et d'implantation repose également sur cette imagination collective. Loin d'être de simples pillards, les Vikings envisageaient leurs raids et leur colonisation comme des modalités pour inscrire leur héritage dans de nouvelles terres. Ils importaient leurs croyances et leur structure sociale, tout en s'adaptant aux réalités locales. Cette capacité d'intégration soulignait une complexité souvent méconnue qui dépassait la caricature du barbare. Une compréhension du temps et de l'histoire distincte sous-tendait leur action. Leur conception cyclique de l'existence impliquait que chaque génération réinterprétait le passé pour préparer l'avenir. Ainsi, la fondation de royaumes nouveaux ne constituait pas seulement une expansion physique, mais aussi une continuité spirituelle, un acte chargé de sens en cohérence avec leur cosmologie. Ce lien entre mythe et politique servait de fondement à l'organisation sociale et à la légitimité des chefs. En résumé, les croyances vikings formaient un réseau dense d'influences qui nourrissait leur motivation à explorer, combattre et s'établir en terres étrangères. Ce système symbolique permettait de trouver un sens aux risques et aux sacrifices inhérents à leurs entreprises. Il expliquait également la persistance d'une culture qui, malgré les transformations, conservait des racines profondes menant à la construction de royaumes durables. Cette compréhension ouvre la voie à un regard enrichi sur le parcours historique de ces peuples du Nord. En poursuivant ce chemin, il convient d'examiner les évolutions concrètes de leurs expéditions, depuis les premières incursions jusqu'à l'établissement de centres de pouvoir stables et influents. Ces transformations révèlent l'adaptation progressive à de nouveaux environnements et une diversification des stratégies politiques,
Ainsi se dessine la suite de ce récit consacré à la formidable trajectoire des Vikings. Les débuts des raids Vikings, les premières expéditions maritimes des Vikings, s'inscrivent dans un contexte marqué par des transformations économiques et sociales profondes dans la Scandinavie du début du Moyen Âge. Ces sociétés, encore largement rurales et fragmentées, étaient confrontées à un besoin croissant de ressources et d'opportunités. La croissance démographique, l'endettement des terres et la pression sur les ressources locales ont alimenté le désir d'explorer de nouveaux horizons, souvent au-delà des mers qui bordaient leur terre natale. Cette recherche de richesses et de terres supplémentaires contribua à l'émergence des premiers raids, qui ne furent pas uniquement des actes de violence, mais des opérations pragmatiques organisées selon des stratégies précises. Les motivations des Vikings pour entreprendre ces expéditions étaient diverses. Sur le plan économique, les produits de faible valeur dans les terres scandinaves, comme le fer, les peaux et le poisson séché, se vendaient difficilement. En revanche, les richesses accumulées dans les monastères, les villes et les campagnes d'Europe occidentale représentaient une cible aux ressources abondantes. Par ailleurs, la faible centralisation politique en Scandinavie durant cette période favorisait l'autonomie des chefs locaux qui disposaient des moyens de lever des forces militaires pour organiser des raids à la recherche de butin, faisant de ces opérations des entreprises à la fois individuelles et collectives. Techniquement, les expéditions des Vikings bénéficiaient de l'avancée remarquable dans la construction navale. Les dracars, bateaux longs et étroits, conçus pour la vitesse et la navigabilité, leur permettaient de naviguer aussi bien en haute mer qu'en eau peu profonde. Cette double capacité incluait l'accès aux rivières intérieures, ce qui ouvrait la porte à des raids précis et souvent imprévus en territoire ennemi. L'agilité de ces embarcations fut un facteur déterminant pour la réussite des raids et leur propagation sur un vaste espace géographique. Les tactiques employées lors des premières incursions se distinguaient par leur rapidité et leur surprise. Les Vikings évitaient généralement les sièges prolongés, préférant des attaques éclairs qui leur permettaient d'accumuler rapidement du butin avant de battre en retraite. Ils ciblèrent souvent des sites peu défendus, notamment les monastères isolés et les centres de commerce, qui présentaient des richesses importantes sans une défense militaire conséquente. L'attaque soudaine, le pillage et la fuite caractérisaient ainsi ces raids initiaux, formant un modèle d'action qui allait durablement influencer la réputation des Scandinaves dans l'Europe médiévale. Les sources écrites contemporaines, en majorité issues de chroniqueurs monastiques européens, témoignent de la violence des raids vikings. Mais il est important de nuancer ces récits en considérant les biais inhérents à ces documents. Si les raids furent effectivement marqués par des actes de violence et de pillage, ils furent aussi des événements complexes, mêlant affrontements militaires, échanges commerciaux et parfois alliances temporaires avec les populations locales. L'étude archéologique, par ses fouilles en Norvège, en Angleterre ou encore en Irlande, confirme la récupération d'objets de grande valeur, mais révèle aussi des vestiges de présence durable, laissant envisager un processus de colonisation progressif qui allait au-delà de la simple razzia. Sur le plan politique, ces raids contribuèrent à modifier les structures de pouvoir en Scandinavie. Le succès de certaines expéditions renforça le prestige et l'autorité de chefs de guerre qui, par la suite, fondèrent des lignées dirigeantes. Ces dynasties émergentes s'appuyèrent sur la richesse acquise lors des raids pour affirmer leur domination et créer des réseaux d'alliances plus étendus, favorisant un processus d'unification politique en Norvège, en Suède et au Danemark. Ce développement se traduisit progressivement par la transformation des Vikings, de simples pillards en acteurs politiques majeurs sur la scène européenne. Il convient également de souligner le rôle des échanges commerciaux qui se développèrent parallèlement aux confrontations militaires. Les Vikings, en plus de s'emparer de butin, participèrent activement au commerce entre l'Orient et l'Occident. Leur route maritime reliait la Baltique à la mer Caspienne, créant des corridors d'échange qui permettaient la circulation de marchandises variées, telles que l'ambre, le fer, les fourrures, ainsi que des produits de luxe comme la soie et les épices. Cette activité commerciale
s'intégra progressivement dans un mode de vie plus complexe que celui du simple guerrier errant. Les premiers raids vikings marquent ainsi une phase d'expansion qui repose autant sur la mobilité et la violence que sur l'opportunisme économique et l'adaptabilité politique. Cette période est caractérisée par un équilibre dynamique entre conquête et établissement, des instruments cruciaux qui expliquent la transformation des sociétés scandinaves. Elle établit les bases d'une interaction nouvelle entre les cultures nordiques et les autres peuples d'Europe, annonçant une époque de changement profonde dans les équilibres territoriaux et sociaux du continent. En somme, les débuts des raids vikings révèlent une Europe en mutation où la mer devient un espace de connexion et de confrontation à la fois. La métamorphose des vikings d'agresseurs en fondateurs d'États s'enracine dans cette capacité à tirer parti des conditions économiques de leur temps, tout en innovant dans leurs techniques navales et stratégiques. Cette première étape pose les jalons d'une histoire longue et complexe qui verra, au fil des siècles, la construction de royaumes puissants et la création de nouvelles identités culturelles au cœur de l'Europe médiévale. Cette transformation progressive, qui verra les anciens pillards devenir des souverains établis, invite à une réflexion sur la nature même des processus historiques. Le passage d'une société essentiellement tribale et guerrière à des entités étatiques organisées illustre les mécanismes de changement à l'œuvre dans la période médiévale. Il illustre aussi la capacité de peuples éloignés des grands centres de pouvoir à influencer profondément le cours de l'histoire à travers leurs actions et leurs réseaux. Cette première phase des expéditions maritimes marque donc une étape cruciale dans le développement historique des Vikings. Par leurs voyages, leurs combats et leurs implantations, ils ont contribué à redessiner la carte politique et culturelle de l'Europe. Leur méthode, fondée sur la rapidité d'action et l'adaptation au terrain, reste un exemple de stratégie militaire efficace dans le contexte de leur temps. Ils ont ainsi ouvert la voie à une présence durable qui se manifestera par la création de nouveaux royaumes et l'intégration progressive à la sphère médiévale occidentale. Cette analyse des premiers raids et de leur contexte prépare à explorer davantage les phases suivantes de la saga viking. L'étude des fondations de royaumes, notamment dans les îles britanniques et en Normandie, ainsi que l'évolution des structures sociales et politiques dans leur territoire d'origine, permettra de mieux comprendre la complexité et la portée de ce phénomène historique. Par cette perspective, il est possible d'apprécier l'ampleur des transformations initiées par ces populations souvent réduites à l'image du pillard, alors qu'elles furent aussi acteurs de profondes réorganisations. Ainsi s'amorce la suite de l'histoire des Vikings, où la conquête laisse place à la construction et où l'influence scandinave se manifeste sous des formes politiques et culturelles nouvelles. Cette dynamique complexe éclaire la richesse et la diversité de leurs réalisations, au-delà des simples récits de violence qui ont pu dominer la mémoire collective pendant longtemps. Le voyage se poursuit avec la découverte des royaumes que ces peuples ont fondés, témoins d'une adaptation et d'un succès remarquable. Organisation des expéditions et tactiques militaires. L'étude des structures sociales des Vikings révèle une organisation plus complexe que ce que la simple image de pillards sauvages pourrait laisser penser. Leur société reposait sur un équilibre subtil entre les différents groupes sociaux, comme les Jarls, les Carls et les Thralls, qui contribuaient chacun à la réalisation des expéditions maritimes. Cette hiérarchie facilitait une coordination efficace, surtout lorsque venait le moment de préparer et de lancer une attaque. Les Jarls, en tant que chefs et nobles, disposaient non seulement de l'autorité politique, mais aussi des ressources nécessaires pour rassembler les équipages et les navires requis afin de mener à bien les opérations. Les Carls constituaient la masse des guerriers, des fermiers ainsi que des artisans. Leur rôle allait bien au-delà de celui de simples soldats, puisqu'ils participaient également aux préparations logistiques. Entretenir les embarcations, assurer les provisions de nourriture, d'eau et d'armes étaient indispensables, surtout pour les longues campagnes. Ces activités étaient organisées selon des règles coutumières strictes qui garantissaient l'ordre et la discipline au sein du groupe. Les thralls, ou esclaves, prenaient en charge diverses tâches subalternes,
permettant aux combattants de se concentrer sur l'aspect militaire. Les expéditions commerçaient souvent avec les menaces d'attaque. La menace d'une incursion rapide constituait un levier important dans la politique locale. Ainsi, les Vikings faisaient preuve d'une grande souplesse tactique, passant avec aisance de raids éclairs à des sièges ou bien à des installations permanentes lorsqu'il s'agissait de coloniser les territoires conquis. Les embarcations utilisées, souvent des dracars, étaient conçues pour naviguer sur divers types de cours d'eau, facilitant les approches surprenantes par des rivières jusqu'alors considérées comme protégées. De plus, les équipages ne se composaient pas uniquement de guerriers, mais aussi de membres aptes à manœuvrer et réparer les navires, témoignant de compétences techniques avancées. L'aptitude à se déplacer rapidement et silencieusement était primordiale. Le choix des sites d'attaque répondait à une étude minutieuse des défenses ennemies, des voies d'accès et des ressources disponibles. La connaissance du terrain et des habitudes adverses permettait d'optimiser les chances de succès tout en réduisant les risques. Sur le plan militaire, les tactiques vikings reposaient sur la rapidité et la surprise. Les forces armées avaient pour caractéristique d'être souples et mobiles, capables de se disperser pour mieux frapper, puis de se replier promptement pour éviter un retour offensif. Les batailles se livraient souvent sur des terrains variés, nécessitant une adaptation constante des formations. La cohésion du groupe et la loyauté envers les chefs étaient des facteurs clés dans la réussite des engagements armés. Des signes distinctifs et des cris de guerre facilitèrent la communication au cœur du combat. Le commandement était centralisé, mais la prise de décision bénéficiait aussi de la consultation des guerriers expérimentés lors des conseils. Cette méthode démocratique relative consolidait l'autorité du chef tout en maintenant une cohésion nécessaire. Les chefs vikings pouvaient ainsi s'appuyer sur des stratégies éprouvées et des connaissances accumulées au fil des campagnes précédentes. On observe également une utilisation judicieuse des alliances, souvent établies par des mariages ou des pactes de non-agression, qui élargissaient le théâtre d'opération. Les tactiques incluaient fréquemment des manœuvres de diversion, destinées à disperser l'effort de l'adversaire ou à masquer les intentions principales. Dès leur arrivée, les Vikings se donnèrent souvent à voir comme des fauteurs de chaos, mais ils pouvaient tout aussi bien agir avec une discipline remarquable, ce qui contribua à leur réputation ambivalente. L'utilisation de fortifications légères et de camps temporaires permettait d'assurer des bases de repli et des points de contrôle le long de la route de retour, où les butins étaient stockés. En matière d'armement, les guerriers étaient équipés de lances, d'épées, de haches et de boucliers, instruments à la fois offensifs et défensifs. Leur maniement efficace résultait d'un entraînement régulier et d'une expérience acquise par des engagements successifs. La plupart des combats vikings ne cherchaient pas une victoire éclatante par l'anéantissement complet, mais une supériorité temporaire suffisante afin d'atteindre leurs objectifs. Cette prudence traduisait une analyse réaliste des risques et de la valeur stratégique à long terme. L'aspect logistique jouait un rôle majeur dans la réussite des campagnes. L'approvisionnement, le ravitaillement et la maintenance des navires étaient planifiés de manière rigoureuse. Les Vikings disposaient également de réseaux d'information, transmettant rapidement les nouvelles des territoires explorés ou attaqués. Cette communication offert un avantage considérable, permettant d'adapter les opérations en fonction des circonstances changeantes, parfois imprévisibles. Les expéditions vikings sont également marquées par des phases de colonisation. À mesure que certaines terres étaient reconnues comme propices à une installation durable, la transition s'opérait d'un modèle uniquement guerrier à un système politique plus stable. Les chefs établissaient alors leur autorité à travers des structures administratives naissantes, souvent mêlées de traditions locales et nordiques. Ces fondations ont donné naissance à plusieurs royaumes, établissant un nouveau chapitre dans l'histoire européenne. Le rôle du métier de leidangr, ou milice maritime, représentait un élément institutionnel central dans l'organisation des expéditions. Il s'agissait d'un système où chaque propriétaire de navire avait l'obligation de fournir un certain nombre d'hommes pour défendre le territoire ou participer à des expéditions.
Ce système renforçait le sentiment d'appartenance et la responsabilité collective, tout en assurant un effectif suffisant pour les campagnes militaires. Il s'agissait d'un système précurseur d'une armée organisée, très différent d'une simple coalition d'aventuriers. La navigation viking était bien plus qu'un simple déplacement. Elle reposait sur une connaissance précise des étoiles, du vent et des courants. La capacité à traverser la mer du Nord ou l'Atlantique Nord avec succès témoignait d'une maîtrise technique et d'une endurance considérable. Ces qualités participaient à la réussite militaire en garantissant un retour sûr. Condition essentielle pour pérenniser les expéditions. Elles assuraient également la confiance nécessaire chez les membres de l'équipage. Aujourd'hui, une meilleure compréhension des systèmes sociaux et militaires des Vikings enrichit notre vision de ce peuple. Plutôt que de simples pillards, ils apparaissent comme des acteurs historiques capables d'adaptation, de stratégie et d'innovation organisationnelle. Leur capacité à coordonner de vastes opérations militaires dans des environnements exigeants reste impressionnante, tout comme leur aptitude à se transformer d'assaillants en souverains. Cette réalité invite à nuancer l'image traditionnelle que l'on se fait d'eux. Il est également pertinent d'évoquer l'influence des mythes nordiques dans la mobilisation des guerriers. Ces récits servaient de soutien moral, valorisant la bravoure et la loyauté. Les croyances structurèrent en partie l'identité collective, renforçant la motivation dans les moments difficiles. Toutefois, il est essentiel de distinguer ces éléments culturels des pratiques militaires concrètes, souvent plus prosaïques, mais tout aussi fondamentales à leur succès. Un autre aspect important réside dans la capacité à intégrer des populations locales au sein des nouveaux royaumes. Les Vikings se montrèrent capables de mêler tradition et innovation, favorisant des dynamiques hybrides. Cela permet une stabilisation politique et sociale sur le long terme, condition nécessaire pour la prospérité économique et culturelle. Elle confirma la dualité de leur nature, à la fois guerrière et fondatrice. La préparation des expéditions reposait aussi sur un calendrier basé sur les saisons. Les départs étaient planifiés pour optimiser les conditions climatiques et éviter les risques liés aux tempêtes. Cette maîtrise du temps démontrait une pratique empirique indispensable aux longueurs traversées. La sélection des équipages tenait compte des compétences individuelles, mais aussi des affinités sociales, assurant l'harmonie et la discipline à bord. En résumé, l'organisation des expéditions vikings était le fruit d'une combinaison d'éléments sociaux, politiques, techniques et culturels. Cette fusion permit de relever des défis considérables dans un contexte souvent hostile. Les tactiques militaires développées témoignent d'une réflexion stratégique approfondie et d'une capacité d'adaptation remarquable. Le parcours de ces peuples symbolise ainsi une évolution complexe, allant bien au-delà de la vision réductrice des pillages. Alors que les Vikings ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, comprendre leur mode d'organisation révèle combien ils étaient capables d'innovation et d'efficacité. Leur héritage, visible dans la formation de nouveaux royaumes, illustre un phénomène d'intégration progressive entre conquête et établissement durable. Cette transition, tout à fait remarquable, ouvre la voie à l'étude des conséquences politiques et culturelles de leur implantation. Sujet que nous aborderons dans la suite du récit. L'expansion géographique vers l'ouest et le sud. L'expansion géographique des Vikings vers l'ouest et le sud constitue une étape majeure dans la transformation de ces peuples scandinaves. Originaires des régions septentrionales rigoureuses, ils se sont progressivement aventurés au-delà de leur terre natale. Cette expansion, amorcée dès la seconde moitié du 8e siècle, a permis aux Vikings de transformer leur image initiale de pillards en celle de fondateurs d'établissements durables sur de nouveaux territoires. Les premières incursions vikings vers les îles britanniques sont parmi les plus documentées. Ces raids, souvent perçus uniquement comme des attaques violentes, étaient également des opportunités de repérage. Dès la fin des années 780, des groupes vikings s'installent durablement sur la côte est de l'Angleterre, évoluant d'actions ponctuelles en présence stable. Ce processus inclut aussi la colonisation de l'Irlande, où les Scandinaves fondent des ports et des centres commerciaux
qui deviendront des points stratégiques dans les échanges entre le Nord et l'Europe continentale. L'activité maritime des Vikings ne se limite pas à la Manche et la mer du Nord. L'océan Atlantique fut une voie de navigation cruciale, notamment vers les régions situées plus au sud. Les Vikings atteignent alors les côtes atlantiques et même certaines parties de la péninsule ibérique. Ces explorations témoignent de leurs compétences nautiques avancées et d'un savoir-faire dans la construction de navires capables de traverser de longues distances. Leur activité s'appuie donc sur des réseaux complexes d'alliances et d'échanges commerciaux qui dépassent largement la simple logique de pillage. L'installation durable des Vikings sur ces territoires a aussi une dimension politique. En Angleterre, la formation du Danelaw, une zone sous contrôle viking, illustre cette transformation. L'influence exercée sur les structures locales, qu'elles soient sociales ou économiques, marque un pas vers la construction d'entités étatiques nouvelles. Ces espaces mixtes deviennent des laboratoires d'intégration où les coutumes nordiques s'entrelacent avec celles des populations autochtones. C'est ainsi que les Vikings ne sont plus seulement des étrangers de passage, mais les éléments actifs dans la recomposition du paysage politique européen. L'Irlande offre un autre exemple de cette assimilation progressive. Après des décennies de raids sporadiques au cours du IXe siècle, les Vikings y fondent plusieurs villes reconnues aujourd'hui, telles que Dublin. Ces établissements s'adaptent aux dynamiques locales et participent à la croissance économique régionale en facilitant le commerce avec l'Europe entière. À travers ces interactions, la société viking évolue vers des formes plus complexes, intégrant l'artisanat, la métallurgie et une administration locale qui diffèrent sensiblement des modes de vie nomades ou semi-nomades précédents. En explorant ces nouvelles terres, les Vikings ont aussi relayé leur culture et leurs croyances. Si beaucoup d'aspects de leur mythologie semblent lointains, il est indéniable que les récits héroïques et les pratiques rituelles ont contribué à renforcer la cohésion des communautés établies hors de Scandinavie. Cette dimension spirituelle accompagne les transformations sociales et politiques, offrant un cadre référentiel commun et un sentiment d'identité partagée entre colons et populations locales. L'étude des traces archéologiques confirme cette hybridation entre cultures. Les objets retrouvés dans les différents sites vikings montrent un mélange subtil entre l'art nordique et des influences britanniques ou celtiques. Les sépultures, les habitations et les outils témoignent de méthodes nouvelles et adaptatives, fruits d'une rencontre entre traditions ancestrales et besoins pratiques des territoires découverts. Cette richesse archéologique vient enrichir la compréhension du processus de colonisation, bien au-delà des simples récits épiques. D'autre part, les Vikings poursuivent également leur route vers le sud, en direction de la péninsule ibérique. Là aussi, les débarquements et les incursions témoignent d'une volonté d'exploration et de domination maritime. Les sources contemporaines indiquent des attaques sur des côtes exposées, mais également des périodes plus calmes où des échanges commerciaux se développent avec les populations musulmanes d'Al-Andalus. Cette coexistence, parfois conflictuelle, est révélatrice de la complexité des relations entre Vikings et autres civilisations de cette époque. Ces voyages vers l'ouest et le sud illustrent aussi la capacité des Vikings à s'adapter à des environnements variés. Leurs techniques de navigation, la connaissance précise des courants marins, ainsi que l'organisation de leurs expéditions reflètent un savoir-faire avancé, souvent surprenant au regard de la simplicité apparente de leur société. Cette maîtrise maritime favorise non seulement la mobilité de ces populations, mais aussi l'émergence de nouveaux échanges culturels et économiques qui renforceront leur présence dans ces régions. Il convient également de souligner que les Vikings ne furent pas uniquement des conquérants ou des commerçants. Ils jouèrent un rôle important dans la formation des réseaux politiques et dans la naissance de plusieurs dynasties. Loin de se limiter à la prédation, ils s'imposèrent comme acteurs au long terme, participant à la structuration de royaumes et marquant durablement le paysage géopolitique. Ce phénomène se manifeste particulièrement dans les îles britanniques, où les héritages scandinaves se mélangent avec ceux des royaumes anglo-saxons et celtiques. L'impact de cette expansion nordique
s'observe également dans le domaine linguistique. De nombreuses toponymes en Angleterre et en Irlande portent les traces des langues scandinaves, témoignant de l'empreinte laissée par ces populations. Cette influence linguistique est un autre indicateur de l'intégration progressive des Vikings au sein des sociétés locales. Elle accompagne le renouvellement des structures sociales et reflète un métissage culturel qui fut le moteur d'une redéfinition des identités régionales. Cette dynamique d'expansion capture aussi un moment où l'Europe occidentale connaît d'importantes mutations. La réorganisation des territoires autour de pouvoirs féodaux, la consolidation des monarchies naissantes et l'accélération des échanges commerciaux coïncident avec l'arrivée des Scandinaves. Leur installation dans diverses régions joue un rôle dans ces processus, introduisant parfois des formes innovantes de gouvernance et contribuant à l'ouverture de nouvelles routes de commerce. Toutefois, cette progression ne fut pas uniforme ni exempte de conflits. Les relations entre Vikings et populations autochtones furent souvent marquées par des affrontements, mais aussi par des alliances fluctuantes. Ces interactions témoignent d'une volonté d'adaptation et d'une capacité à négocier des coexistences complexes. Elles illustrent également comment les anciens pillards se sont graduellement mués en princes, marchands ou colons, participant à la stabilisation de territoires auparavant instables. Les royaumes vikings qui émergent dans ces nouveaux espaces traduisent cette transformation politique et sociale. Ils portent en eux des caractéristiques propres qui combinent des héritages nordiques à des réalités locales. Ce processus a duré plusieurs générations, équilibrant tradition ancestrale et innovation nécessaire pour la survie dans des environnements éloignés des terres originelles. Ainsi, la mémoire collective de ces peuples est marquée à la fois par l'aventure et par la construction d'une nouvelle société. L'importance de cette période réside aussi dans son caractère fondateur. Elle éclaire la genèse de nombreux territoires tels que le duché de Normandie, qui dérive directement de l'installation des Vikings en France. De même, le royaume viking d'York, en Angleterre, témoigne d'une forme de gouvernement hybride, mêlant influences nordiques et anglaises. Ces entités politiques furent à la fois des refuges pour les anciens guerriers et des centres de pouvoir structurés. Dans une perspective historique large, l'expansion géographique des Vikings vers l'ouest et le sud dépasse donc la simple mobilité des groupes humains. Elle engage des transformations profondes qui concernent les modes de vie, les rapports de force, ainsi que la diffusion des savoirs et des croyances. Cette évolution complexe illustre la richesse et la diversité des interactions interculturelles au début du Moyen Âge. Ce récit invite à considérer ces peuples sous un angle nuancé, où l'adaptabilité côtoie l'ambition, où la violence initiale fait place à la diplomatie et à la construction. Il éclaire ainsi une période où les frontières sont mouvantes, les identités en négociation permanente, et où les héritages se combinent pour façonner l'avenir. L'expansion vers les territoires occidentaux et méridionaux marque donc un tournant décisif dans l'histoire des Vikings et plus largement dans celle de l'Europe médiévale. La compréhension de cette évolution permet de mieux saisir les liens entre passé et présent, illuminant les racines de nombreuses sociétés contemporaines. Ce voyage à travers les siècles révèle la complexité des mouvements humains, leur capacité à se transformer et à influencer durablement le monde qui les entoure, préparant ainsi le terrain pour les développements futurs que nous aborderons dans la suite de cette étude. Relations avec les populations locales. Les premiers contacts entre les Vikings et les populations locales étaient souvent marqués par des conflits. À leur arrivée sur les côtes européennes, ces Nordiques, réputés pour leurs raids, imposaient leur présence par la force. Cependant, loin de se limiter à la guerre, leurs interactions évoluèrent au fil du temps, mêlant lutte et échange. Le phénomène était complexe, reflétant une dynamique entre confrontation et coexistence. Avec le temps, les Vikings commencèrent à établir des postes permanents. Ces colonies naissantes devinrent des lieux où des liens économiques et sociaux se tissaient peu à peu. Les habitants originels et les nouveaux arrivants durent apprendre à communiquer, échanger des biens et parfois des savoir-faire. La guerre fit place à la négociation et l'intérêt mutuel favorisa des relations plus nuancées. L'aspect commercial joua un rôle majeur dans ces interactions.
Les Vikings apportaient alors des produits provenant des régions nordiques comme des fourrures, de l'ambre ou du fer brut. En échange, ils recevaient des denrées agricoles et des objets artisanaux locaux. Ce trafic favorisa la circulation des richesses, des idées et des techniques entre cultures distinctes, contribuant à un enrichissement mutuel. Le développement des liens familiaux fut également important. Des unions mixtes se réalisèrent dans plusieurs régions, mêlant sans vikings et originaires. Cela permet une intégration progressive des populations, donnant naissance à des communautés hybrides. Ces mariages favorisèrent la paix locale, atténuant les tensions initiales et renforçant la stabilité. Au niveau politique, les Vikings adaptèrent leur organisation en tenant compte des structures déjà établies. Ils négocièrent parfois des accords avec les dirigeants locaux, s'associant à eux ou s'imposant en tant que nouveaux chefs. Cette flexibilité institutionnelle fut une clé de leur implantation durable, témoignage d'une stratégie alliant force et pragmatisme. La dimension religieuse ne pouvait être ignorée non plus. Les croyances vikings, avec Odin et Thor, côtoyèrent les religions chrétiennes des territoires conquis. Cette cohabitation conduisit à des échanges spirituels, des conversions progressives et parfois à la synthèse de rites. Ainsi, les populations engagèrent un dialogue culturel au-delà des seuls aspects matériels. Les langues parlées évoluèrent aussi dans ces milieux de rencontre. Les Vikings adoptaient certains mots des langues locales et réciproquement. Ce phénomène de contact linguistique permit une meilleure communication et favorisa les alliances. Les traces de cette influence se retrouvent encore aujourd'hui dans certains toponymes ou expressions. Par ailleurs, les Vikings firent preuve d'une compréhension fine des techniques locales. Ils assimilèrent des pratiques agricoles et artisanales adaptées aux environnements conquis. Cette adaptation facilita leur installation et contribua à une meilleure gestion des ressources. Le savoir-faire nordique se combina aux traditions locales pour créer des modes de vie nouveaux. La transmission orale joua un rôle crucial dans ce processus. Chants, sagas et récits permettaient de conserver la mémoire collective, mêlant héritage viking et expériences nouvelles. Ce patrimoine commun participa à forger des identités régionales où l'ancien et le nouveau coexistaient harmonieusement. Il constituait un fond culturel partagé entre peuples liés. L'exploitation des ressources locales fut parfois source de conflits, mais elle engendra aussi des coopérations. Les Vikings comprenaient l'importance de préserver les richesses naturelles pour assurer leur subsistance. Leur analyse pragmatique des territoires témoigne d'un équilibre recherché entre appropriation et durabilité dans les zones occupées. En parallèle, l'organisation sociale des Vikings fut influencée par leur nouveau contexte. Les structures communautaires évoluèrent, intégrant des éléments des modèles indigènes. Ce métissage institutionnel donna naissance à des formes de gouvernance hybrides, adaptées à la diversité des populations. Elles permirent une meilleure gestion des affaires courantes et des différends. Les rapports avec les populations locales passèrent aussi par des échanges culturels dans l'artisanat. Des objets mêlant styles nordiques et locaux furent créés. Ces créations témoignent aujourd'hui des interactions esthétiques et des influences réciproques. L'art devint ainsi un vecteur de rencontres plus subtil que la seule langue ou économie. Dans plusieurs régions, les Vikings prirent part à des structures urbaines déjà existantes ou contribuaient à en fonder de nouvelles. Ces villes devinrent des centres de commerce, de pouvoir et d'échanges culturels. Leur développement illustre comment une population d'origine guerrière évolua vers la construction d'entités politiques pérennes. Les rares textes contemporains permettent d'appréhender ces relations, même si souvent biaisées. Les annales monastiques ou les sagas nordiques donnent des points de vue divergents. Leur analyse croisée est indispensable pour comprendre la diversité des interactions, loin des clichés simplistes habituels. Les fouilles archéologiques apportent aussi un éclairage fondamental. Les objets trouvés, les sépultures et les vestiges de bâtiments indiquent une présence viking intégrée au tissu local. Ils attestent des échanges quotidiens, économiques et sociaux, confirmant la complexité de ces zones de contact.
Ces découvertes complètent les sources écrites. Les relations entre Vikings et populations autochtones témoignent donc d'une réalité dynamique. Elles oscillèrent entre hostilité et coopération, conflit et échange, assimilation et distinction. Ce processus s'inscrit dans une histoire longue, où les frontières entre nous et eux étaient mouvantes, reflétant la richesse des interactions humaines. Ainsi, la transformation progressive des Vikings, d'agresseurs à fondateurs de royaumes, ne peut être comprise sans cette dimension relationnelle. Elle souligne l'importance du dialogue, même indirect, entre peuples aux cultures différentes, et la capacité d'adaptation des groupes humains face aux enjeux de la coexistence. Ce panorama rappelle que les apports mutuels forgèrent des sociétés nouvelles, souvent inattendues. Loin d'être de simples envahisseurs, les Vikings participèrent à d'importantes constructions politiques et culturelles en Europe. Leur héritage reste présent, preuve d'une histoire partagée entre héritage nordique et mondes locaux. La perspective offerte invite à dépasser les représentations simplifiées, en envisageant la complexité des liens créés. Ces réalités historiques mettent en lumière des formes variées de coexistence et de transformation. Observer cette évolution complète notre compréhension des sociétés médiévales et de leurs interactions. La suite de l'analyse portera plus spécifiquement sur les mécanismes politiques ayant permis l'établissement de royaumes vikings et sur les figures exemplaires ayant incarné ces dynamiques. Cette exploration approfondira la compréhension d'un processus d'intégration qui façonna durablement l'Europe. L'évolution vers des établissements permanents. L'Islande constitue un exemple précoce et marquant de cette évolution. Découverte au cours du IXe siècle, cette île volcanique offrait un terrain propice à une installation durable grâce à ses ressources naturelles abondantes et à un climat relativement clément. Les archéologues et historiens convergent pour situer la colonisation intense de l'Islande autour de l'année 880. Il s'agissait alors de populations venues essentiellement de Norvège, motivées autant par la recherche de terres agricoles que par la volonté d'échapper à la rigidité sociale et aux conflits internes. Le processus d'établissement en Islande différenciait nettement des simples visites ou expéditions de pillage. Les premiers colons mettaient en place des structures sociales capables de soutenir une vie stable. Ils organisaient la répartition des terres, instauraient des assemblées communautaires appelées Althing, dont la création survenait vers la fin du IXe siècle. Ce système législatif témoignait d'une organisation politique originale, fondée moins sur la domination directe que sur un consensus entre chefs locaux, ce que l'on peut interpréter comme une forme naissante de gouvernance participative. Les raisons qui poussaient à cette sédentarisation sont multiples. Outre la recherche d'un espace vital, les bouleversements climatiques en Scandinavie jouaient un rôle important. La période connue aujourd'hui sous le nom d'optimum climatique médiéval correspond à des conditions particulièrement favorables en Islande et au Groenland, tandis que les terres d'origine devenaient plus instables. Ce climat plus doux permettait des récoltes plus abondantes, encourageant ainsi une activité agricole constante et la pérennisation des établissements humains. Le Groenland offre une autre illustration significative, où la colonisation débute environ une trentaine d'années après celle de l'Islande. Les migrants y fondaient des fermes et des communautés agricoles, qui perdurèrent en plusieurs siècles. Ces établissements regroupèrent des habitants, souvent issus des mêmes réseaux familiaux ou clans venus de Scandinavie. L'organisation sociale y suivait un schéma similaire à celui déjà observé en Islande, avec une adaptation nécessaire aux contraintes écologiques particulières, notamment une période froide prolongée et une végétation limitée. Ces implantations ne se réduisaient pas à des paradis agricoles isolés. Elles faisaient partie d'un réseau plus large d'échanges commerciaux et culturels. Les Vikings du Groenland et d'Islande entretenaient des contacts réguliers avec les îles britanniques, le continent européen et même les territoires plus lointains. Ces relations facilitaient le commerce de biens rares, comme l'ivoire de Morse, le bois précieux ou le textile importé, consolidant ainsi l'importance de ces colonies dépassant largement le cadre régional. Les motivations économiques pour la colonisation stable
incluaient aussi le contrôle de routes maritimes stratégiques. Par leur position géographique, ces établissements servaient de point d'appui pour les voyages vers l'ouest, notamment vers ce que l'on appellera plus tard le Vinland. La découverte de ces terres en Amérique du Nord reste ainsi intimement liée à la dynamique des Vikings, qui intégrèrent des territoires nouveaux dans leur sphère d'influence. Il n'est donc pas surprenant que la création d'établissements fixes ait facilité la connaissance et l'exploration de territoires insoupçonnés. Sur le plan culturel, cette évolution vers l'installation durable implique aussi un changement dans la manière dont la société viking se percevait. La transformation d'un groupe essentiellement mobile et guerrier en une communauté sédentaire dotée de structures législatives et sociales trahit une adaptation profonde. La religion et les traditions orales jouaient un rôle déterminant pour maintenir la cohésion de ces populations réparties sur de vastes étendues. Les anciens mythes nordiques continuaient d'être transmis, tout en intégrant peu à peu des éléments des cultures rencontrées, reflet d'un processus d'intégration lent mais constant. Cet élargissement des horizons entraîne par ailleurs des changements dans le domaine de l'architecture et des techniques de construction. L'architecture en bois, typique des premiers établissements scandinaves, se diversifie avec le temps pour mieux résister au climat rigoureux, notamment grâce à des innovations comme l'utilisation accrue de pierres pour les fondations ou l'intégration d'espaces adaptés à l'élevage et au stockage durable des provisions. Ces avancées participaient à la stabilisation sociale, garantissant la survie des communautés au-delà des cycles économiques immédiats. Il est également important de noter que l'installation durable entraînait un contact plus intense avec les populations autochtones dans les zones colonisées. En Islande, ce contact fut limité en raison de l'absence quasi totale d'habitants avant l'arrivée des Scandinaves, tandis qu'au Groenland, des interactions avec les Inuits devenaient inévitables. Ces relations évoluaient entre échanges commerciaux, cohabitation plus ou moins pacifique et parfois conflits, témoignant d'une dynamique complexe qui dépasse la simple colonisation militaire. Ces établissements permanents ont durablement modifié la géopolitique scandinave en renforçant l'emprise des Vikings au-delà de leur terre natale. À mesure que les colonies prenaient consistance, elles devenaient des acteurs à part entière dans les relations internationales. L'essor de ces communautés était étroitement lié à l'accroissement de la population et à l'expansion du commerce maritime, entraînant des réseaux commerciaux étendus allant de la mer Baltique jusqu'aux côtes atlantiques. La capacité à créer et maintenir ces colonies repose sur la dissémination d'une expertise maritime et navigatrice exceptionnelle. Les Vikings privilégiaient les navires longs qui leur permettaient d'allier rapidité et capacité de charge, conditions indispensables pour transporter des personnes, du bétail et des matériaux sur des distances considérables. Ces compétences techniques témoignent d'un savoir-faire transmis et amélioré de génération en génération qui fut déterminant pour la pérennité des établissements. Il convient en parallèle de souligner le rôle des aspects démographiques et sociaux dans cette évolution. L'excès de population dans certaines régions scandinaves, conjugué à des tensions internes, incita nombre de familles à chercher un avenir ailleurs. Loin d'être de simples aventuriers isolés, ces émigrants s'inscrivaient dans un projet collectif, incluant souvent plusieurs générations. Ainsi, les colonies présentes au Xe siècle figuraient parmi les premières traces de diaspora organisée des peuples nordiques, avec une identité culturelle préservée mais adaptée à de nouveaux environnements. En examinant le cadre légal et institutionnel qui se dessinait dans ces colonies, on constate l'existence d'un système élaboré pour gérer les conflits, organiser la redistribution des terres et assurer la sécurité. Ces institutions participaient à la création d'un sentiment d'appartenance collectif et d'une stabilité politique que les expéditions précédentes ne pouvaient offrir. Le droit coutumier scandinave s'y exprimait pleinement, intégrant des notions de responsabilité et de devoir, autant d'éléments qui renforçaient la cohésion sociale. Le passage des expéditions temporaires à la consolidation d'établissements durables marque un tournant décisif dans l'histoire des Vikings. Ce changement reflète un rééquilibrage des priorités, d'un mode essentiellement centré sur le raid à une approche plus tournée vers la colonisation,
l'agriculture et la gestion territoriale. En cela, la transition illustre la capacité d'adaptation remarquable d'un peuple dont l'image commune de pirate sanguinaire ne suffit pas à rendre compte de la richesse de son histoire. Ce phénomène s'inscrit aussi dans un contexte plus large de transformation européenne durant la période médiévale. Les Vikings devinrent progressivement acteurs d'une intégration économique et politique qui influença la formation de futurs royaumes. Par le biais de leurs établissements, ils participèrent à l'émergence de structures étatiques nouvelles, dont certaines allaient jouer un rôle majeur dans le façonnement de la Scandinavie moderne. Il est enfin pertinent d'aborder les conséquences à long terme de cette évolution. Les colonies fondées, notamment en Islande et au Groenland, conservèrent une importance symbolique et économique pendant plusieurs siècles. Leur héritage se manifeste aujourd'hui non seulement dans le patrimoine archéologique, mais aussi dans la toponymie et la culture locale. Ces territoires furent les premiers à incarner une forme d'expansion nordique hors des frontières traditionnelles, annonçant les dynamiques de migration et d'exploration futures. Ainsi, le passage des expéditions marquées par la mobilité et la violence à des implantations stables et organisées signale l'apparition d'un nouveau chapitre historique. Cette dynamique traduit la capacité des sociétés vikings à évoluer selon des nécessités pragmatiques, tout en conservant des caractères spécifiques liés à leur origine. Le récit de cette transformation fournit une clé essentielle pour comprendre comment les Vikings dépassèrent le rôle de simples maraudeurs pour devenir des bâtisseurs d'États et des acteurs influents de l'histoire européenne. Ce cheminement conduit naturellement à l'examen des modalités de gouvernance et des conflits internes qui accompagnèrent la consolidation de ces colonies, des thèmes qui seront abordés en détail dans la suite de ce récit. La naissance des premiers royaumes vikings. L'histoire des Vikings ne se limite pas au récit des raids et des pillages qui ont marqué la période médiévale. Leur évolution vers la formation des premiers royaumes témoigne d'un processus complexe de centralisation du pouvoir et d'organisation territoriale. Dans les siècles qui ont suivi leurs premières incursions, les chefs vikings ont progressivement consolidé leur autorité, transformant des bandes mobiles en entités politiques plus stables. Au commencement, la société viking était essentiellement tribale, caractérisée par des petits groupes familiaux ou de clans. Ces groupes étaient dirigés par des chefs, souvent appelés jarls, qui exerçaient une autorité fondée sur leur force personnelle, leur habileté au combat et la loyauté qu'ils inspiraient à leurs guerriers. Cependant, avec l'accroissement des richesses issues des raids et des échanges commerciaux, l'importance de la gestion des territoires s'est accrue. Ces chefs ont commencé à structurer leur domaine, établissant des règles coutumières et des alliances qui dépassèrent le simple cadre familial. L'apparition des assemblées, nommées Things, a joué un rôle crucial dans cette transformation. Les Things étaient des forums où les seigneurs de la communauté, les hommes libres et les chefs se réunissaient là pour débattre des lois, résoudre les conflits et décider des actions communes. Cette institution témoigne d'une organisation politique en germe, puisqu'elle impliquait une forme de consensus et d'élaboration collective des normes, au lieu d'une simple domination autoritaire. Par ailleurs, la dynamique interne des sociétés vikings s'est modifiée avec l'essor du commerce et des échanges à longue distance. Les routes commerciales reliant le nord de l'Europe à l'est et au sud ont favorisé l'émergence de centres urbains et de places marchandes qui ont accéléré la sédentarisation de certains groupes. Ces changements socio-économiques ont nécessité la mise en place d'une administration plus rigoureuse et la désignation de représentants capables de gérer ces nouveaux enjeux. Dans certaines régions, les chefs les plus puissants ont réussi à étendre leur contrôle sur des territoires vastes en combinant forces militaires et alliances stratégiques matrimoniales. Ils sont ainsi devenus des rois ou des souverains, incarnant une autorité reconnue au-delà de leur clan d'origine. Le royaume du Danemark illustre ce processus. À partir du IXe siècle, sous les règnes successifs, il a constitué une entité politique durable qui s'est appuyée sur une aristocratie militaire et un système juridique en développement. De même, en Norvège, la consolidation du pouvoir royal s'est réalisée progressivement au travers de luttes internes entre différents jarls et familles puissantes.
La victoire d'un chef charismatique a permis d'unifier les petits royaumes sous une seule couronne, posant ainsi les bases d'un État médiéval avec ses institutions propres. Ce processus n'a toutefois pas été sans tension ni résistance, car nombre de communautés locales privilégiaient leur autonomie traditionnelle. La Suède n'a pas échappé à cette évolution politique, bien que sa géographie et son étendue aient compliqué l'unification. Les chefs suédois ont néanmoins réussi à asseoir leur domination sur des zones clés, notamment grâce à la maîtrise des ressources naturelles comme le fer et la fourrure, essentielles pour les relations extérieures. La création de structures administratives adaptées à la diversité des territoires a contribué à la solidification du pouvoir royal suédois. Ces royaumes en formation ont conservé certains traits culturels propres à l'ère viking, notamment dans leur système religieux et leurs pratiques sociales. Le paganisme nordique a perduré plusieurs décennies avant de céder progressivement la place au christianisme, qui a souvent été instrumentalisé par les rois pour renforcer leur légitimité. Cette transition religieuse a ainsi accompagné la transformation politique en légitimant une nouvelle forme d'autorité, plus centralisée et codifiée. En examinant les sources historiques, il apparaît que les rois vikings se sont adaptés au contexte changeant en structurant leur pouvoir pour inclure une bureaucratie naissante et des institutions juridiques. Ils ont su intégrer des éléments tribaux tout en développant des systèmes de gouvernance plus efficaces, capables de gérer tant la guerre que la paix, le commerce que la justice. Ces adaptations ont permis la stabilité nécessaire au développement durable des royaumes du Nord. Il convient également de souligner le rôle des influences extérieures dans ce processus. Les Vikings ont maintenu des contacts avec les royaumes d'Europe occidentale et orientale, voire avec l'Empire byzantin. Ces échanges culturels et diplomatiques ont favorisé l'acculturation de pratiques administratives et militaires variées, contribuant au raffinement des institutions vikings. L'assimilation de ces éléments étrangers s'est faite de manière pragmatique, renforçant leur établissement politique. Par ailleurs, la mise en place de codes juridiques, souvent consignés par écrit, a permis une meilleure régulation des conflits internes et une clarification des droits et devoirs des sujets et des seigneurs. Ces lois ont jeté les bases du droit scandaleux, une tradition viking mêlant coutumes ancestrales et innovations adaptatives. Elles ont aussi servi à consolider l'image du roi en tant que garant de l'ordre social et protecteur. Le rôle central de la guerre dans la formation des royaumes ne doit pas être sous-estimé. Les campagnes menées pour étendre les territoires n'étaient pas uniquement des incursions violentes, mais s'accompagnaient souvent d'installations durables, d'accords politiques et de mariages alliés. Ces stratégies ont permis d'intégrer des populations diverses dans les structures nouvellement créées, facilitant la cohésion et la perpétuation des dynasties. Ainsi, le passage de simples chefs de guerre à des rois établis relève d'un équilibre subtil entre force, diplomatie, tradition et innovation. Ce processus a profondément marqué le paysage politique et culturel de la Scandinavie médiévale, jetant les bases des États modernes. En comprenant ces mécanismes, on peut mieux apprécier la complexité et la richesse de la civilisation viking au-delà des clichés habituels. La formation des premiers royaumes vikings révèle une période de transition fondamentale, où les groupes issus de la société guerrière ont adopté progressivement une organisation étatique. Ce cheminement vers la centralisation souligne la capacité d'adaptation et de transformation des peuples du Nord, souvent perçus uniquement comme des pillards. Cette histoire invite à réévaluer leur influence et leur héritage dans l'évolution politique de l'Europe médiévale. Ce panorama global sera approfondi dans la suite, avec un examen des conséquences de la diffusion de la culture viking dans les territoires conquis et la manière dont ces royaumes ont interagi avec leurs voisins et participant à la construction d'un nouvel ordre continental. Influence sur les royaumes européens médiévaux. Les Vikings, souvent perçus uniquement comme des maraudeurs venus dévaster les côtes européennes, ont eu une influence bien plus profonde sur la configuration politique et sociale du continent. Leur rôle dans la formation de certains royaumes médiévaux illustre une évolution complexe d'une société initialement guerrière vers des entités plus structurées. Dès la fin du 8e siècle,
ces Scandinaves commencèrent à s'imposer non seulement par la force, mais aussi par des moyens diplomatiques et économiques, façonnant ainsi l'Europe médiévale d'une manière durable. L'expansion viking débuta sur la mer du Nord et les côtes de la mer Baltique, où des populations organisées en groupes familiaux et tribaux exploitèrent leur habileté en navigation pour lancer des expéditions. Celles-ci étaient souvent motivées par la recherche de richesses et de terres agricoles. Cependant, au fil du temps, les raids se transformèrent en installations permanentes, notamment en Normandie, en Grande-Bretagne et même en Irlande. Cette transition permet de comprendre comment les Vikings s'intégrèrent progressivement dans les territoires conquis tout en conservant certains éléments de leur culture d'origine. Le processus d'établissement des Vikings dans ces régions implique une interaction complexe avec les autorités locales et les populations autochtones. À la suite des premiers conflits, nombre de ces conquérants furent amenés à négocier des traités, où des échanges de territoires contre la fin des hostilités furent monnaie courante. Ce phénomène contribua à la naissance de structures politiques hybrides, où les traditions scandinaves et les systèmes féodaux européens coexistaient. La fondation de la Normandie en est un exemple emblématique, où un chef viking reçut le titre de duc et intégra progressivement sa lignée aux élites locales. Au-delà de l'aspect territorial, les Vikings participèrent aussi à un échange culturel et économique qui bouleversa les équilibres médiévaux. Ils introduisirent de nouvelles techniques de navigation et de commerce, reliant les différentes régions d'Europe par des routes maritimes étendues. Cette expansion contribua à une plus grande circulation des marchandises, mais aussi des idées, renforçant ainsi l'intégration du continent. L'adoption du christianisme par les Vikings fut un élément clé de ce processus, facilitant leur acceptation dans la société médiévale chrétienne. L'importance des Vikings dans l'établissement de royaumes ne se limite pas à la simple appropriation de terrain, mais s'étend à la transformation des modèles politiques. Leur capacité à s'adapter et à intégrer des influences diverses leur permit d'établir des dynasties durables. En Angleterre, par exemple, la dynastie danoise des rois d'York marqua une période où les traditions scandinaves coexistèrent avec les pratiques anglo-saxonnes, créant un mélange culturel original. Cette coexistence eut des répercussions sur le droit, l'organisation militaire et même les langues utilisées. Le rôle des Vikings dans l'Europe médiévale peut également être vu à travers les légendes et les chroniques de l'époque. Si certaines sources anciennes tendent à les décrire comme des barbares sanguinaires, d'autres reconnaissent leur rôle crucial dans la stabilisation des régions conquises et la diffusion de nouvelles pratiques administratives. Ces écrits révèlent la complexité de leur image et l'ambiguïté des rapports qu'ils entretenaient avec les populations locales, entre conflits et collaboration. L'influence viking s'observe aussi sur les plans démographiques et social. Leur arrivée provoqua des mouvements de population et un brassage culturel qui contribuèrent à la diversité des peuples en Europe occidentale. Les communautés issues de ce métissage adoptèrent des formes de vie nouvelles, combinant les coutumes scandinaves à celles des peuples conquis. Ce phénomène participa à l'émergence d'identités régionales spécifiques qui allaient perdurer jusqu'à la formation des États modernes. Sur le plan militaire, les Vikings introduisirent des innovations tactiques et stratégiques. Leur maîtrise des navires rapides et maniables leur permit de contrôler des fleuves et des voies intérieures peu accessibles auparavant. Ils utilisèrent également la surprise et la mobilité comme des armes majeures, modifiant les pratiques de défense des châteaux et des villes fortifiées. Ces changements eurent une influence notable sur les conflits médiévaux, obligeant les royaumes établis à revoir leur système de protection. Il est crucial de souligner que cette dynamique ne fut pas uniformément acceptée ni sans résistance. Les Vikings rencontrèrent souvent une opposition farouche de la part des pouvoirs locaux, ce qui conduisit à des cycles de guerre et de négociations. Cependant, leur capacité constante à s'adapter à ces obstacles témoigne d'une stratégie évolutive qui dépassait la simple conquête. Ce processus permit finalement la création de royaumes scandinaves implantés durablement, tout en participant à un changement plus global dans la définition du pouvoir en Europe.
Les vestiges archéologiques confirment cette transition du viking guerrier au bâtisseur de royaume. On observe en effet des changements dans les habitats, dans les structures funéraires et dans les objets du quotidien, témoins d'une intégration progressive à une société féodale en pleine mutation. Par ailleurs, l'usage de la langue scandinave dans certaines régions laissa des traces dans les langues locales, enrichissant le patrimoine linguistique et culturel des États concernés. La naissance de certains États européens peut donc être comprise sans dissocier leur fondation de l'apport viking. Que ce soit en France, en Angleterre ou dans certaines régions de Russie, l'empreinte laissée par les Nordiques reste visible. Cette réalité nuance l'image traditionnelle des Vikings connue uniquement pour leurs raids, ouvrant la voie à une réévaluation scientifique plus équilibrée. Il s'agit d'un exemple marquant de la complexité des processus historiques, où la violence initiale peut déboucher sur des formes durables de gouvernance et de développement politique. En somme, la période des Vikings façonne une étape essentielle dans l'histoire européenne médiévale. Leur passage souligne les mécanismes de transformation des sociétés sous l'effet des contacts multiples et des échanges culturels. Cela pose une perspective riche sur la manière dont des populations périphériques, à l'origine perçues comme étrangères, ont pu contribuer à l'émergence d'entités politiques stables et influentes. L'étude de cette période offre ainsi une clé pour comprendre l'évolution géopolitique du continent. Cette analyse permet de saisir comment la figure des Vikings dépasse les frontières d'une simple histoire de pillage. Elle invite à considérer leur apport dans un contexte plus large, prenant en compte les contraintes économiques, les dynamiques sociales et les adaptations culturelles. Ainsi, leur héritage ne se limite pas au récit de conquête, mais s'inscrit dans un mouvement historique qui a profondément marqué la structure des royaumes européens. Avec cette compréhension du rôle complexe des Vikings, il devient possible d'aborder les développements ultérieurs de l'Europe médiévale sous un jour nouveau. Leur influence sur les institutions politiques, les échanges commerciaux et la diversité culturelle posent un fondement qui se ressentira dans les siècles à venir. En poursuivant cette réflexion, il sera pertinent d'examiner comment ces changements préparèrent le terrain pour les transformations majeures de la fin du Moyen Âge et la naissance des États-nations. Nous pouvons maintenant envisager, dans la suite de ce parcours, l'analyse des mécanismes précis par lesquels ces royaumes nouvellement constitués consolideront leur pouvoir et évolueront vers les formes modernes de gouvernance. Cette progression invite à approfondir la compréhension des interactions entre les influences venues du Nord et les traditions locales, dans la continuité d'un héritage qui perdure au-delà de l'époque viking. Intégration et assimilation culturelle. L'histoire des Vikings ne se limite pas aux récits de pillage et de conquêtes violentes. Au fil du temps, ces peuples venus du Nord ont transformé leur présence sur les terres étrangères en un processus d'intégration complexe et varié. Les premières incursions, souvent brutales et rapides, ont laissé place à une interaction plus profonde avec les sociétés locales, modifiant ainsi le paysage culturel et politique de nombreuses régions d'Europe. Au départ, les raids vikings visaient principalement à obtenir des richesses immédiates et à déstabiliser les territoires côtiers. Cependant, au fur et à mesure que ces expéditions se répétaient, certains groupes ont commencé à s'établir durablement. Ils ont construit des colonies, parfois même des villes, où coexistait la culture nordique avec les traditions locales. Cette sédentarisation a joué un rôle essentiel dans le processus d'intégration. L'adoption des coutumes locales, notamment en matière de religion et de droit, s'est révélée cruciale pour assurer une coexistence harmonieuse. Par exemple, dans certaines régions, les Vikings ont progressivement abandonné les anciennes croyances païennes pour adopter le christianisme, ce qui a facilité leur acceptation par les populations autochtones. Cette conversion religieuse, bien que partagée avec pragmatisme, a marqué une étape importante vers l'assimilation culturelle. Les échanges commerciaux ont également favorisé cette intégration. Les Vikings ne se limitaient pas à rôder sur les côtes. Ils ont développé des réseaux d'échanges étendus, reliant le nord de l'Europe au marché du sud, et même jusqu'à l'Orient. Ces interactions ont permis de diffuser non seulement des biens matériels,
mais aussi des savoirs et des pratiques culturelles, enrichissant mutuellement les sociétés concernées. Il est également intéressant de souligner l'influence des structures politiques locales sur la manière dont les Vikings ont été intégrés. Dans certains cas, comme en Normandie, la négociation avec les chefs indigènes a conduit à l'établissement de royaumes vikings, où l'équilibre entre traditions nordiques et coutumes locales a été soigneusement maintenu. Ce modèle a servi d'exemple pour des conquêtes ultérieures, où la gouvernance combinait stabilité et innovation. Par ailleurs, les liens familiaux et matrimoniaux ont joué un rôle fondamental dans ce processus. Le mariage entre colons vikings et autochtones a contribué à tisser des réseaux sociaux solides, permettant une meilleure inclusion des Scandinaves dans la société locale. Ces alliances ont souvent été stratégiques, ouvrant la voie à une reconnaissance officielle et à une légitimité accrue pour les descendants vikings. Sur le plan linguistique, les échanges ont également laissé une empreinte durable. Les langues germaniques des Vikings se sont mêlées aux dialectes locaux, donnant naissance à des formes hybrides qui ont nourri le développement des langues modernes dans certaines régions. Cela démontre la profondeur de l'intégration et la plasticité des identités culturelles au fil du temps. Il ne faut pas négliger les aspects juridiques de cette assimilation. Les Vikings ont souvent adopté ou adapté les codes de loi locaux, tout en conservant certains aspects de leurs propres coutumes. Cette hybridation juridique a permis de gérer efficacement les conflits et de concilier des traditions différentes au sein des communautés mixtes. Elle a ainsi contribué à stabiliser les territoires où ils s'étaient établis. En outre, l'art et l'architecture témoignent également de cette fusion culturelle. Les vestiges archéologiques mettent en évidence des styles, combinant des motifs scandinaves avec des influences locales, reflet d'une société en mutation. Ces formes d'expression matérielle illustrent comment les Vikings ont laissé une empreinte durable au-delà des simples récits historiques. Le changement d'image des Vikings, passé de pillards redoutés à dirigeants respectés, illustre l'importance de cette transformation culturelle. Leur capacité à s'adapter et à embrasser des éléments locaux tout en conservant leur identité permet de comprendre comment ils ont pu fonder des entités politiques durables en Europe. Ce processus complexe dépasse largement la simple idée de conquête militaire. Le rôle des centres urbains nouvellement créés ou transformés occupe une place majeure dans ce phénomène. L'essor de villes telles que York, Dublin ou Kiev a permis aux Vikings de devenir des acteurs économiques et politiques incontournables, favorisant la circulation des idées et des personnes. Ces centres ont servi de pont entre différentes cultures et ont renforcé l'intégration progressive des Scandinaves. Cette dynamique d'intégration a cependant varié en fonction des régions. Certaines zones ont vu une assimilation rapide et complète, tandis que dans d'autres, les traditions vikings ont perduré plus longtemps avant d'être absorbées. Ces différences témoignent de la diversité des expériences vécues par les Scandinaves en terres étrangères. Enfin, il convient de noter que les récits mythologiques et historiques sur les Vikings ont souvent été réinterprétés à travers le prisme des sociétés qui les ont accueillis. Cette réévaluation a contribué à nuancer la vision d'un peuple uniquement guerrier, soulignant leur rôle de bâtisseurs et de facilitateurs d'échanges culturels et économiques. Ainsi, le parcours des Vikings illustre que l'intégration et l'assimilation culturelle sont des processus graduels et multidimensionnels. Leur histoire montre que même après des débuts marqués par la violence, il est possible d'établir des liens durables entre des groupes aux origines différentes, donnant naissance à de nouvelles formes de communautés et de royaumes. L'étude de ces mécanismes permet de mieux comprendre les fondements des sociétés européennes actuelles, où les influences croisées ont joué un rôle déterminant dans la formation des identités modernes. Ce regard sur le passé invite à apprécier la complexité des interactions humaines à chaque étape de l'histoire. Cette réflexion prépare ainsi le terrain pour l'exploration suivante, consacrée aux transformations politiques qui ont accompagné cette évolution culturelle et qui ont façonné le visage du pouvoir dans les territoires contrôlés par les anciens. Vikings, le legs historique des Vikings. Le mode de vie des Vikings repose initialement sur des activités agricoles, la pêche et l'élevage,
dans des environnements souvent rudes et peu favorables à une économie sophistiquée. Leurs premières incursions vers l'ouest et le sud, alors surtout perçues comme des raids, s'orientent rapidement vers des expéditions accrues en quête de ressources et de nouvelles terres à exploiter. Cette dynamique d'expansion est facilitée par leur maîtrise exceptionnelle de la navigation maritime, grâce à des dracars légers et rapides. Ces embarcations leur donnent un avantage stratégique non négligeable, permettant à la fois la mobilité, la surprise et la capacité de pénétrer en profondeur dans les territoires adverses. Les premiers contacts avec les royaumes faibles d'Europe occidentale révèlent une double nature dans les actions des Scandinaves. D'un côté, ils imposent leur puissance par des raids dévastateurs contre des zones peu défendues, notamment les monastères, riches et vulnérables. De l'autre, ils établissent progressivement des comptoirs commerciaux et des colonies permanentes. Ces établissements, comme celles de Dublin ou de York, deviennent des centres de pouvoir acquérant une importance croissante tant sur le plan économique que politique. Leur transformation de simples campements en pôles urbains illustre ainsi un glissement progressif d'une logique exclusivement militaire vers une intégration civique plus durable. Par ailleurs, les Vikings ne se limitent pas à la seule Europe occidentale. Ils s'aventurent vers l'Est en traversant la Russie actuelle, empruntant les grands fleuves comme la Volga et le Dniepr. Cela donne naissance à des routes commerciales considérables qui mettent en contact des mondes jusque-là peu connectés, notamment à travers les varègues. Ce mouvement a contribué à la formation de principautés comme celle de Kiev, qui jouera un rôle central dans l'histoire de la région. La présence scandinave dans ces territoires n'est donc pas simplement une question de conquête temporaire, mais engage une influence durable sur la configuration géopolitique locale. Sur le plan culturel, les Vikings ont conservé et développé une tradition orale riche, fondée sur la transmission d'épopées, de sagas et de mythes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur société possédait des formes d'organisation sociale sophistiquées, avec des assemblées appelées things où les décisions se prenaient collectivement. Ces institutions montrent la capacité des Vikings à instaurer une certaine forme de gouvernance et de justice, fondée sur des règles spécifiques. La christianisation progressive de la Scandinavie au cours des 2 derniers siècles de cette période n'a pas effacé ces traditions, mais les a plutôt intégrées, contribuant à une hybridation culturelle féconde. Il est aussi important de mentionner l'impact matériel et artistique des Vikings. Les objets retrouvés archéologiquement, tels que les bijoux, les armes et les outils, témoignent d'un haut niveau de savoir-faire et de raffinement. Les symboles gravés sur les stèles et dans les œuvres en métal reflètent un imaginaire mêlant influences nordiques, celtiques et parfois byzantines. Ces échanges culturels sont le fruit de voyages lointains et de contacts avec des civilisations diverses, renforçant l'idée que les Vikings étaient avant tout des vecteurs de circulation et d'interaction entre plusieurs mondes. L'établissement de royaumes vikings demande de considérer également les dynamiques internes à leur propre société. La consolidation du pouvoir par des clans dominant souvent de vastes territoires a progressivement abouti à la création de structures étatiques. Le rôle des chefs de guerre évolue alors vers celui de monarques, capables de fédérer des populations et d'asseoir une légitimité durable. Cela explique en partie la naissance des royaumes scandinaves qui subsistent encore aujourd'hui sous des formes modernes, incarnant une continuité remarquable. Cette évolution politique montre une capacité d'adaptation face aux transformations géopolitiques et économiques de l'Europe médiévale. Le phénomène viking s'inscrit finalement dans un contexte plus large de transformation européenne. La fin de l'époque carolingienne crée des espaces d'instabilité que les Vikings exploitent. Toutefois, leur insertion progressive dans les réseaux diplomatiques et commerciaux européens témoigne d'une mutation où la violence initiale trouve place dans des relations plus complexes et établies. Leurs alliances matrimoniales, les échanges commerciaux et les traits d'acculturation réciproque indiquent que les Vikings sont devenus, en quelque sorte, des acteurs à part entière dans l'histoire médiévale, participant à la construction et au façonnement des sociétés contemporaines. Face à la vision parfois stéréotypée des Vikings,
il convient de rappeler que leur héritage est multiple et profondément ambivalent. Leur rôle en tant que guerriers n'annule pas leur contribution à la diffusion des techniques navales, des structures politiques, ni leur apport à la dynamique commerciale interrégionale. L'étude historique fait apparaître un groupe humain capable de transformation, adapté à des conditions changeantes et porteur d'innovations tant matérielles que sociales. C'est par cette compréhension que l'on peut pleinement apprécier la place qu'ils occupent dans le cadre plus large de l'histoire européenne. Ainsi, l'image des Vikings comme simples pillards est insuffisante pour rendre compte de leur complexité. Leur trajectoire témoigne d'une évolution progressive, où la conquête se mêle à la colonisation, où le combat cède peu à peu la place à la gouvernance et où la violence s'accompagne d'innovation. Cette analyse plus nuancée permet de comprendre comment des peuples issus de paysages nordiques rigoureux sont devenus des fondateurs de royaumes, articulant héritage scandinave, influences extérieures et dynamiques humaines universelles. Dans la perspective des études historiques actuelles, il est utile de souligner que les Vikings ont contribué à jeter les bases de nombreuses institutions modernes. Leur rapport à la navigation maritime a pavé la voie à de futures explorations, tandis que leur rôle dans la formation de nouvelles entités politiques a influencé l'évolution des États européens. La persistance de leurs traces culturelles dans la toponymie, les traditions et même les langues témoignent d'une présence durable qui dépasse d'un siècle ou deux la période dite de l'ère viking. Le plutôt discret passage vers le lendemain de cette ère souligne un changement d'époque, où les anciens modes de vie s'effacent devant les transformations profondes du continent. Ce moment prépare ainsi le terrain pour ce qui sera sans doute traité dans la suite, à savoir les formes d'intégration plus larges de ces héritages dans le Moyen Âge central et tardif. Cette transition sera l'occasion d'examiner comment les idées, les structures et les pratiques léguées par les Vikings ont pu perdurer et se modifier en s'insérant dans des contextes historiques renouvelés, marquant à jamais la configuration de l'Europe. Synthèse du parcours des Vikings et conclusion. La transformation des Vikings, initialement perçus comme de simples pillards venus du Nord, en fondateurs d'États structurés, constitue une évolution fascinante et complexe. Ces peuples marins, originaires des régions froides et rudes de Scandinavie, se sont progressivement détournés des seuls raids pour forger des sociétés organisées, jouant un rôle majeur dans l'histoire médiévale européenne. Au départ, les raids vikings correspondent à des expéditions rapides, souvent menées contre des monastères isolés ou des villages peu défendus, profitant de leur mobilité et de leur connaissance des voies navigables. Ces attaques, souvent violentes, visaient principalement à obtenir richesses, esclaves et ressources rares. Cependant, au fil du temps, cette stratégie ponctuelle s'est transformée en un autre mode d'expansion. En effet, les Vikings ont commencé à établir des bases permanentes, notamment en Angleterre, en Irlande et dans les régions de l'actuelle Normandie. Ces établissements sont devenus des points d'ancrage pour des échanges commerciaux et des incursions plus organisées. Par cette implantation durable, ils ne se contentaient plus de dérober, mais émergeaient progressivement en acteurs territoriaux avec leur propre structure de pouvoir. L'adaptation aux territoires conquis a conduit au développement de systèmes politiques locaux. Par exemple, en Normandie, un viking nommé Rollon a reçu des terres par accord avec le roi de France, ce qui marque un tournant. Une fois investis de cette légitimité, les Vikings transformèrent leur identité d'agresseurs en celle de gouvernants, établissant des dynasties qui perdurèrent longtemps après la cessation des raids. Les échanges culturels ont également joué un rôle central. Contrairement à l'image stéréotypée de barbares brutaux, les Vikings se sont enrichis des savoirs, des croyances et des techniques des sociétés qu'ils côtoyaient. L'influence se fit sentir tant sur l'architecture que sur le droit ou la langue. La christianisation fut une étape clé qui participa à cette intégration progressive dans le tissu social européen. Des documents historiques, ainsi que des fouilles archéologiques, confirment cette complexité. Des inscriptions runiques aux objets venus d'Orient. Le monde viking
témoignent d'une ouverture remarquable. Leur réseau commercial s'étendait de la mer Baltique jusqu'aux rives de la Méditerranée, et même plus loin, garantissant la circulation d'or, de soie et d'épices. Cette transformation fut loin d'être uniforme. Certaines sociétés vikings conservèrent longtemps des pratiques guerrières et une organisation tribale, tandis que d'autres adoptèrent rapidement des structures féodales et une administration locale. Ce pluralisme révèle la richesse et la diversité de ce peuple, qui ne se réduit pas à un seul modèle homogène. Par ailleurs, la mémoire collective et les mythes vikings, bien qu'influencés par les récits médiévaux tardifs, offrent un aperçu précieux. Ces légendes racontent des héros, des dieux et des valeurs qui expliquaient et justifiaient leur mode de vie, leur courage au combat et leur conception du destin. Cette dimension symbolique, même si elle ne reflète pas toujours fidèlement les réalités historiques, contribue à saisir leur identité profonde. En résumé, le parcours des Vikings est une illustration claire d'une transformation historique profonde. De simples raiders devenus fondateurs d'États, ils ont laissé une empreinte durable sur le nord-ouest de l'Europe. Leur capacité à s'adapter, à intégrer de nouvelles coutumes et à bâtir des institutions solides participe à expliquer la richesse de leur héritage. Cette réflexion permet également de dépasser les simplifications populaires, souvent réduites à l'image de pillards sanguinaires. L'histoire des Vikings invite à considérer les dynamiques plus larges de migration, de conquête, d'acculturation et de construction politique qui caractérisent nombre de peuples en période de changement. C'est au regard de cette complexité que s'achève ce récit. Il reste encore bien des aspects à explorer, notamment leur influence sur le développement de certains royaumes médiévaux et la persistance de leur culture dans les sociétés modernes. La suite de cette étude approfondira ces dimensions sous un autre angle, mettant en lumière les héritages encore tangibles aujourd'hui.